Comment optimiser ses colocations? Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et aujourd'hui nous allons parler de colocation avec Vincent qui est spécialiste de cette stratégie de location. Je vous retrouve juste après le jingle. Alors aujourd'hui nous sommes à Strasbourg avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Eric. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Malgré ce temps hivernal, on a de la neige. Effectivement, c'est un peu compliqué parce que je reviens de la Réunion et du coup, là c'est le choc thermique. Mais du coup, tu nous ramènes un petit peu de soleil, ça sera peut-être pour demain alors. Ah, j'espère. Okay. En tout cas, aujourd'hui, Vincent, on est là, on va parler de ta spécialité, ta stratégie immobilière qui est la colocation, parce que tu pratiques cette stratégie et tu as déjà aidé plusieurs personnes, de nombreuses personnes à faire de même. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on discute de ça et que tu partages ton expérience avec nous. Ça marche. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es? D'accord. Écoute, je m'appelle Vincent Edmond. J'ai 29 ans. C'est tout récent. J'ai fêté mon anniversaire il y a même pas 10 jours, le 11 février. Bon anniversaire. Merci. Et du coup, donc 29 ans. Donc moi, j'investis dans l'immobilier depuis maintenant 3 ans. J'ai commencé en 2015. Et donc j'ai aujourd'hui 4 appartements en colocation que j'exploite en colocation, ce que j'appelle à haut rendement. D'accord. Voilà, donc 4 appartements. J'en ai 3 à Marseille, 1 à Rouen. Moi j'habitais en région parisienne, à Alfortville exactement. Pourquoi j'habitais? Parce que j'ai quitté mon job l'année dernière, en août 2017. D'accord. Ma compagne en a fait de même et donc tout ça s'était rendu possible parce qu'avec nos investissements on avait pu générer assez de revenus locatifs, de cash flow pour pouvoir quitter nos emplois respectifs. Ok, donc ça va, on va peut-être revenir là-dessus. Ouais, donc si je comprends bien, tu étais salarié. J'étais salarié, oui. Donc en région parisienne. Tout à fait. J'étais ingénieur dans un cabinet d'architecture. Donc je gérais un petit peu tout ce qui était bureau d'études techniques au sein de ce cabinet. D'accord. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à investir, à acheter tes premiers appartements? En fait, si tu veux, pour refaire l'histoire, déjà à 18 ans, moi je me disais mais comment gagner de l'argent, tu vois, avec l'immobilier. Donc je tapais ça sur Google, comment devenir riche avec l'immobilier. Je pense que tout le monde a dû le faire, cette manipulation-là. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai découvert que c'était possible de générer de l'argent avec l'immobilier. Et je me suis un peu formé, j'ai regardé un petit peu ce qui était possible de faire. Et puis j'ai finalement fini par me lancer dans l'investissement et de développer en fait ma stratégie de colocation à haut rendement. Donc tu as acheté un premier bien. Ouais. C'était en quelle année? C'était en 2015. 2015, J'avais 25 ans, ouais. Donc tu es en région parisienne, tu es salarié, tu fais des visites. Comment ça s'est passé le premier bien? Comment tu l'as Non, trouvé? même pas. J'avais de par mon job, donc en fait je venais de finir mes études d'ingénieur et j'ai fait mes études en alternance et j'ai continué au sein du même bureau d'études qui m'avait pris en alternance. Et donc j'avais pas beaucoup de temps à consacrer à ça, mais je voulais absolument investir dans l'immobilier. Et du coup, je me suis fait. En fait, j'ai pris les services d'un chasseur d'appartements. D'accord, ouais, c'est bien ça. Et du coup, j'ai fini par acheter mon premier bien à Marseille, alors que j'habitais en région parisienne. Ça, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant parce que ça, en fait, beaucoup de gens se posent la question, surtout des gens qui sont en région parisienne. Comment tu as fait pour mener le projet à distance? Tu peux nous expliquer comment tu as fait ça et est-ce que tu as eu une appréhension à le faire au début et comment tu as fait pour passer le cap? Ouais, alors si tu veux, déjà au départ, mon premier investissement, je voulais pas forcément générer de cash flow. C'est marrant parce qu'on en discutait tout à l'heure, c'est un petit peu aussi toi ton vécu, mais du coup moi je voulais pas forcément générer beaucoup de cash flow, je voulais faire une opération blanche. Et à cette époque-là, je regardais un petit peu ce qui se faisait sur le marché immobilier. Il y avait certaines agences
qui proposait des opérations clés en main. Ouais. Et donc je me suis dit, quitte à faire un premier investissement, autant sécuriser cet investissement pour au moins mettre le pied à l'étrier, et puis derrière on fera le nécessaire pour faire beaucoup mieux. Ouais. Donc je me suis fait accompagner comme ça sur le premier investissement. Malheureusement ou heureusement, ça s'est pas très bien passé avec cette compagnie, ce prestataire qui réalisait l'opération. Donc si tu veux, le bien qu'on avait dans le viseur était un petit peu, le niveau de rentabilité, le niveau de cash flow était un peu surévalué par rapport à la réalité du marché en location meublée classique. D'accord. Donc si tu veux, j'ai repris en main moi ce projet-là et je l'ai, de par les formations que j'avais déjà fait, etc. J'ai complètement repris ce projet en main et je l'ai du coup amené sur de la colocation. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied finalement dans la stratégie de colocation et que j'ai commencé après à optimiser les choses, à mettre en place des process pour pouvoir gérer à distance et faire les résultats que j'ai aujourd'hui. Et du coup, par exemple, comment tu as fait par exemple pour... il y a eu de la rénovation dans l'appartement? Ouais, complètement. Donc pour la rénovation à distance, comment tu as procédé? Est-ce que tu avais des contacts sur place? Est-ce que tu avais des personnes qui t'ont donné des conseils? Ouais, tout à fait. En fait, si tu veux, j'ai beaucoup misé sur les recommandations. Et donc sur place, moi j'avais un chasseur de biens qui travaillait, qui réalisait beaucoup d'opérations sur place. Et ce même chasseur, du coup, m'a recommandé les partenaires avec qui il avait l'habitude de travailler. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer un petit peu mon réseau sur Marseille. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais jamais mis les pieds à Marseille avant de faire ce premier investissement. Donc tu connaissais même pas trop les quartiers? Je connaissais pas du tout Marseille. J'ai appris à découvrir Marseille finalement au fil des années parce que j'ai après fait plusieurs investissements là-bas, mais initialement je ne connaissais pas du tout Marseille. Donc en fait tu t'es hissé, tu as utilisé l'expérience d'autres personnes. Exactement. Pour faire ton premier investissement. Tu as une personne qui t'a trouvé le bien, donc lui qui connaît le terrain. Tu as utilisé les contacts pour les entreprises pour faire les travaux, parce que tu sais que ces personnes avaient déjà travaillé avec des personnes que tu connais. Donc, et ensuite il y a la phase de la mise en location. Comment ça s'est passé? Comment tu as procédé? En fait, si tu veux, à partir du moment où j'ai repris moi le projet en main, c'était au tout début, on venait de signer le bien et donc en fait j'ai repris le projet moi à ce moment-là. Donc si tu veux, dès ce moment-là, j'ai commencé à mettre en place des process pour pouvoir gérer à distance, suivre les travaux à distance et du coup je m'étais, tu sais, je viens d'un cursus d'ingénieur, donc moi je suis très tableur Excel, il faut que ce soit carré et tout, donc j'avais vraiment mis tout un process en place pour pouvoir être optimisé au maximum. Ouais. Et ne pas être obligé d'être sur place continuellement ou une fois par semaine, etc. pour suivre tout ça. Donc j'ai mis en place tous mes process et finalement j'ai fait la même chose pour la mise en colocation. Et si tu veux, j'ai négocié un petit peu un deal gagnant-gagnant avec mon entrepreneur. Dans son package de travaux, je lui ai dit, écoute, fais-moi les visites. À la fin des travaux, on réceptionne et fais-moi quelques visites c'est une bonne idée, ouais. Pour les colocataires que je vais choisir. Donc en fait, si tu veux, j'ai géré toute la partie mise en ligne des annonces. Si tu peux le faire à distance. Voilà, tout à fait. J'ai fait passer donc un photographe, on a fait des photos professionnelles, on a fait une mise en scène, j'avais une décoratrice sur place qui a géré tout ça. Donc là aussi, c'est là où les process pour la gestion à distance, c'est important, mais aussi construire un réseau de partenaires sur place, c'est aussi très important parce que tout seul, finalement, on n'arrive à rien faire à distance. Mais même sur place, on a besoin aussi les travaux. Moi, je ne les fais pas moi-même, j'ai aussi besoin de partenaires. Donc, tu as besoin d'un réseau. Ouais. Tout à fait. Et du coup, pour la mise en location, ça s'est passé comme ça. J'ai mon entrepreneur avec qui j'avais fait un petit arrangement finalement, parce que moi je voulais à l'époque déjà construire une relation de confiance avec lui parce que je voulais pas m'arrêter à un seul bien et en faire d'autres. Donc voilà, le partenariat, c'était on s'arrange et voilà. C'est ça, donc lui il te faisait les visites, après toi tu avais un certain nombre de candidats. C'est ça. Et je pense qu'après c'est toi qui prenais la décision. Complètement. Donc ça c'est important, c'est que vous gardiez, le contrôle. Donc c'est vous qui décidez qui va dans votre appartement. Donc après je pense que tu as un processus de
de sélection entre guillemets Ouais, des tout à fait, locataires. Ça, c'est fondamental parce que l'investissement immobilier, il y a effectivement la rentabilité, mais il y a la tranquillité aussi. Et la tranquillité, un des piliers de la tranquillité, c'est de bien choisir qui est dans vos appartements. Donc là, Oui. c'est toi qui choisis, c'est très important, Complètement. fondamental. Et pour revenir à ce que tu disais sur les process, alors bon, on a déjà discuté un peu ensemble, mais en fait, c'est ta particularité, parce que en fait, c'est vraiment que tu as poussé ça vraiment dans les détails et tu as vraiment des process qui sont précis, Ouais. qui sont efficaces. Moi, j'ai vu ça et franchement, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Quand on commence à avoir des biens, c'est important de mettre en place des process Complètement. pour que ça tourne, pour qu'on Bien n'ait sûr. pas des pertes de temps et tout ça. Et toi, tu fais ça très bien. Donc, bravo pour ce que tu as mis en Merci place. beaucoup, Eric. Et du coup, en plus, tu as continué parce que tu as acheté d'autres appartements. Donc, bien sûr, Ouais. quand ça marche, on continue. Ouais, complètement. Le premier, si tu veux, c'était un coup d'essai, c'est ce que je dis souvent. Et finalement, on a continué avec ma compagne. Et finalement, on a transformé l'essai puisque maintenant, nos opérations sont très rentables, d'une part. Et d'autre part, c'est que avec la mise en place de tous ces process, ce sont des investissements sur lesquels on met très peu d'énergie, on y consacre très peu de temps. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la colocation, c'est assez passif. On n'est pas sur la courte durée où voilà, tous les 2-3 jours, ça switch. Donc, non, là, on est. La stratégie qu'on a adoptée colle en tout cas avec notre façon de voir les choses dans l'immobilier. Très bien. On voulait vraiment pas consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans la gestion de Et tout je ça. pense que tu as peut-être remarqué aussi, plus on investit, à chaque nouvel investissement, on progresse et on optimise encore les choses. Ouais, Donc le deuxième sera plus optimisé que le premier et ainsi de suite. Et après, ça fait augmenter aussi vos rentabilités. Donc, ça, comme dit, ça se construit aussi sur le temps, mais on progresse. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. C'est ça, oui, exactement. Si tu veux, quand on démarre, on se met des objectifs. On se dit, voilà, moi, mon objectif, c'est de remplacer mon salaire, par exemple, c'est de voyager, etc. Mais donc, c'est important d'avoir une bonne stratégie dès le départ. Mais on se rend compte, comme tu dis, que plus on avance dans les investissements, plus on grandit, plus on apprend des choses. Et la stratégie qu'on avait imaginée au départ, elle évolue. C'est ça, on affine les choses. Tout à fait. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Il faut se lancer, il faut faire un premier investissement, il faut sécuriser les choses, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va toujours, on va aller en s'améliorant continuellement. Ça, c'est génial. Il y a un truc qui m'a bien plu aussi dans ta façon, on a discuté, tu m'as dit que tu avais plusieurs locataires étudiants. Donc moi, je fais beaucoup d'étudiants. Et souvent des étudiants étrangers. Oui. Et ça a fait tilt parce que, alors vous le savez peut-être, mais c'est une stratégie que j'aime bien parce que les étudiants étrangers, ils ont la particularité de chercher des logements tout inclus avec des services. Et donc, on peut proposer des logements qualitatifs et donc avoir des loyers plus importants. Et je sais que toi, tu es aussi arrivé à la même conclusion, c'est que c'était vraiment un public intéressant et que c'est quelque chose, en tout cas, que c'est très intéressant de développer ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, les locataires étrangers que tu as? Si tu peux nous raconter leur histoire et comment tu as mis ça en place. En fait, si tu veux, moi dans mes colocs, je mixe souvent les profils. J'ai des étudiants, j'ai des jeunes actifs. Tu mixes, d'accord. Ouais, je mixe pour avoir, si tu veux, un équilibre au sein de mes colocations. Pour pas que ça se transforme par exemple en étudiante à colocation festive ou... Exactement. Je ne veux pas avoir que des étudiants pour ne pas risquer d'avoir des fêtes, etc. Ou que ça devienne un spot comment dire, un spot où tous les étudiants ils se retrouvent. Donc ce que je fais, c'est que je mixe pour générer en fait au sein de la coloc un équilibre avec des jeunes actifs qui vont parce que tu fais aussi tu fais des colocations, il y a des fois c'est 4 ou 5 colocataires. Moi dans mes colocs, je vais jusqu'à 4. Jusqu'à 4. Donc ça commence à être moi je préfère les petites colocs justement pour éviter que ça. Mais effectivement, si tu en as 4 ou plus, c'est intéressant de mixer. J'avais pas pensé. Mais complètement, oui, bien sûr. Si tu veux, ça crée un équilibre naturel en fait, tu vois. Parce que tu te retrouves avec des étudiants et tu te retrouves avec des jeunes actifs. Les deux profils sont différents. Après, il y a des profils qu'on peut mixer, d'autres c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais là, effectivement, jeunes actifs étudiants, c'est un peu la même tranche d'âge. Exactement.
Sauf que les jeunes actifs vont avoir plus tendance à ben voilà, ils bossent, ils sont assez fatigués le soir, donc il faut qu'ils se reposent. Alors que les étudiants, bon, ben, ils vont avoir envie de faire un peu la fête. Donc finalement, tu crées un peu comme ça un équilibre dans ta colocation. Et donc pour en revenir aux étudiants et aux profils étrangers, moi donc j'ai 3 appartements sur Marseille que j'exploite en colocation. Et Marseille est une ville comme d'autres grandes villes qui est très cosmopolite, voilà, et qui est très recherchée aussi par les étudiants, par les étrangers, pardon. Et du coup, en laissant mes annonces en fait sur les sites de colocation, je me suis rendu compte qu'il y avait, alors ça varie en fonction de la période où on poste ces annonces, hein, mais il y a une tendance assez constante de profils étrangers qui recherchent, qui sont en demande de biens pour soit venir faire un échange Erasmus, soit venir 1 an sur Marseille pour découvrir la ville, parce que à l'étranger, Marseille est très coté, comme d'autres villes. Mais moi, pour exploiter à Marseille, je me rends compte que Marseille est très coté à l'étranger. Et donc, c'est vraiment une ville qui aujourd'hui accueille les étrangers à bras ouverts. Donc, il y a un public assez fort là-dessus. Étudiants comme jeunes actifs, donc ce que je disais, ils peuvent venir aussi 1 an sur Marseille pour apprendre le français, apprendre la langue, apprendre voilà, faire un stage, etc. Donc, il y a vraiment différents profils comme ça. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que en France, les bailleurs, de façon générale, ont peur et se lancent très rarement dans la sélection d'un étudiant ou d'un locataire étranger. Ça leur fait peur. Déjà, souvent, ils ont soit ils ne parlent pas français, donc déjà, il y a une barrière de la langue, ou alors ils ne parlent pas très bien français, il y a un accent. Après, ils ont peur au niveau des démarches, des procédures, parce que administratif, voilà, bref. En termes de garantie, oui, tout à fait. Aujourd'hui en France, prendre un garant étranger, en cas de soucis, de procédure, ça va être très compliqué d'aller chercher un garant qui est basé à l'étranger. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est quand même une population très demandeur. Et en face, on a très peu de biens qui sont disponibles pour eux, justement à cause de ce critère-là. Exactement. Et c'est dommage parce que les étrangers, finalement, derrière, ils ont les parents, des fois, ils sont même capables de payer toute la durée du séjour en une fois. Ouais, ça nous est déjà arrivé. Enfin, pas à moi, mais j'ai un ami qui a des étudiants chinois. 2 étudiants chinois, ils ont payé 1 an. Bien sûr. Cash direct. Et ça vient de quoi? Ça vient du fait que le parc immobilier pour les étrangers est très restreint. Et quelque part, après, c'est compréhensible parce que toi comme moi, on cherche toujours à garantir nos locataires, nos locations et nos loyers aussi par déduction logique. Et du coup, en France, tu vois, quand tu te dis un garant étranger, c'est pas contractuellement, ça a quasiment aucune valeur. Donc, beaucoup de gens ne font pas. Donc il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas. Ouais. Et pourtant, toi comme moi, on a déjà discuté de ça, mais en fait, on fait tous les deux, on fait quand même signer les parents ou un garant étranger, même si ça n'a pas de valeur juridique, ça a une valeur, un engagement psychologique. Tout à fait. Donc ça, on le fait, on vient de le découvrir tout à l'heure en discutant, et c'est intéressant, on est arrivé à la même conclusion. Ouais, complètement. Et après, il y a aussi le fait que quand vous avez les parents qui se portent garant pour une location pour des étudiants, c'est très très rassurant, parce qu'on sait que les parents, ils font attention, ils font que ça se passe bien, et donc bien sûr ils vont payer, ils vont tout faire pour que les loyers soient payés. Souvent c'est les parents qui payent le loyer, donc ça se passe bien. Ouais, complètement. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les étrangers, ils connaissent pas forcément la réglementation française. Donc eux, quand ils signent un document, quand ils remplissent un document et qu'ils le signent, pour eux ça a valeur juridique, tu vois. Alors que nous, connaissant la réglementation française, effectivement, c'est un peu on se rend compte que ça n'a pas trop de valeur juridique, mais le faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un engagement des parents pour garantir la location de leur enfant. Je reviens à une chose dont tu parlais un peu avant, c'était le fait que ils ont du mal à trouver un appartement. Alors c'est déjà vrai pour un étudiant français.
parce que énormément de villes étudiantes en France, il y a une pénurie de logements étudiants, donc c'est la guerre. C'est au mois de fin août, septembre, octobre, c'est terrible. Dans certaines villes, les gens, ils n'arrivent pas à trouver. Donc, des fois, j'ai des personnes excédées au téléphone. Ça fait le 40e appel qu'on fait, on ne trouve pas. Et moi, je ne peux pas leur donner. Le bien est déjà loué. Donc, c'est une réalité. Ouais. C'est difficile déjà pour les Français. Alors, vous imaginez pour les étudiants qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc là, il y a un marché. Et donc, c'est des personnes qui cherchent des logements tout inclus, qui ont souvent des revenus, les parents ont des revenus importants, donc ils sont prêts à payer le prix pour ces locations. Complètement, oui, parce que pour rebondir sur ce que tu dis, dans la stratégie, aujourd'hui, on fait, toi comme moi, du standing, du haut de gamme. Et moi, mon message, c'est que mes colocataires, quand ils arrivent dans mes appartements, ils posent leurs valises et ils ont accès à toutes les prestations de l'appartement. Internet, l'électricité, le chauffage, tout est en place pour que quand ils arrivent, voilà, c'est comme presque un appartement en location saisonnière pratiquement, sauf je mets peut-être pas de tableau, de décoration, je les laisse décorer eux-mêmes, mais sinon la prestation c'est quasiment c'est très proche d'un saisonnier. Tu vois, moi je fais ça, je mets les décorations. Tu les personnalises. Non, moi je le fais pas parce que ils aiment bien, mes clients ils aiment bien mettre leur touche. D'accord. Moi, je le fais parce que, si tu veux, moi aujourd'hui, dans ma stratégie, je suis vraiment à mi-chemin entre la location courte durée et la location meublée classique. Ouais. Et j'ai vraiment misé sur le côté standing haut de gamme pour pouvoir déjà apporter beaucoup de valeur à mes locataires. Ça, c'est merde. Ouais, en fait, tu apportes de la valeur, donc quelque part, les loyers sont plus élevés. Voilà, exactement. C'est primordial, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. C'est primordial. Et alors, moi, pour l'expérience, en utilisant, en procédant de la sorte, en proposant des logements tout inclus, je peux louer jusqu'à 70% plus cher que le loyer moyen. Ouais, d'accord. Donc, ça fait quand même une sacrée différence. Et en termes de bénéfices tous les mois, ça fait une sacrée différence. C'est sûr. Donc, de toute façon, en général, en immobilier, si vous allez sur des logements de qualité, vous avez des locataires de qualité. Donc ça aussi, ça vous garantit aussi en plus une tranquillité supplémentaire. On est d'accord. Ouais, c'est super intéressant en fait, parce que je vois qu'il y a des choses qui se recoupent. Et du coup, aujourd'hui, 4 colocations. J'imagine que tu veux continuer à bien sûr, mettre en place. Je sais que tu aides des personnes à mettre des colocations en place. Donc tu as un site sur la colocation, une chaîne YouTube. Réussir sa colocation. Et en fait, oui, effectivement. Donc moi, j'ai quitté mon boulot en août 2017. Et en fait, si tu veux, j'ai mis en place toute ma stratégie colocation au rendement que j'ai développée à titre personnel. Et je l'ai retranscrit dans une formation, un programme en ligne et différentes vidéos gratuites que je donne pour partager mon expérience et voilà, essayer de motiver les gens et montrer aux gens que surtout c'est possible, même si on est jeune, parce que voilà, moi j'ai démarré à 25 ans, je viens pas d'une famille riche, j'ai pas eu d'avantages particuliers par rapport à tout ça, donc partir de zéro et jeune, c'est complètement possible. Tout à fait. Et c'est encore mieux de le faire, plus tu le fais jeune, plus tôt t'en retires les bénéfices. Exactement, oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de tous les jours, en fait, de mettre ça en place ? Alors, moi, si tu veux, avec ma compagne, nous, ce qu'on voulait, c'était partager. En fait, tu sais, on a grandi à La Réunion, en fait. Donc, on est très famille. Et moi, je voulais vraiment partager plus de moments avec mes proches, voyager. Voilà, donc tu vois, ça c'est des choses qui me font vibrer. Et passer 3 heures dans les bouchons à Paris tous les jours, c'est quelque chose qui m'insupportait de plus en plus. Donc voilà, on s'est concentré avec ma compagne pendant 3 ans à développer, à investir, à développer notre patrimoine. Et aujourd'hui, voilà, ce qui a changé, c'est que nos revenus locatifs nous permettent
nous a permis de remplacer notre salaire. C'est un salaire, ouais. Et donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a tous les deux quitté notre job pour faire ce qu'on aime, faire vivre de notre passion. Moi aujourd'hui j'ai vraiment une vraie passion sur partager mes connaissances avec les gens, les aider à réaliser leur investissement. D'ailleurs, je sais que tu fais souvent des formations en présentiel Ouais. et des séminaires. Tout à fait, Tu ouais. partages ça vraiment en Ouais, direct. exactement. En fait, si tu veux, le milieu infoprenariat, internet et tout, c'est quelque chose qui m'attirait pas vraiment avant parce que j'ai un petit peu la fibre entrepreneuriale et du coup j'avais du mal à me projeter là-dedans. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai trouvé un équilibre en fait entre tout ce qui est théorique, vidéo, etc., formation, et la partie pratique, puisque comme je te dis, j'ai un programme aujourd'hui, j'accompagne les gens et les gens qui viennent dans ma formation, ils ont accès à moi, ils ont accès à mes partenaires, je les accompagne dans leur investissement. C'est pas juste des vidéos, tu vois. Ouais, tout à fait, c'est du pratique, c'est du exactement. terrain, c'est important. Et je mets l'accent aussi beaucoup sur les rencontres en présentiel. Ouais. Voilà, je fais des ateliers, je fais des séminaires, comme tu le dis. Ouais. Excellent, super. En tout cas, merci pour ton partage. Alors j'avais quand même la question piège de l'interview, je voulais te demander pour toi quelles sont les 3 qualités de l'investisseur immobilier. Les 3 qualités? Ouais, les 3 qualités de l'investisseur immobilier ou trois qualités que tu penses qui sont importantes pour investir dans l'immobilier. Les 3 qualités importantes pour moi, c'est... Donc, dis-moi les 3 d'un coup et après tu peux développer. Alors la première, je dirais, c'est... alors je sais pas si c'est vraiment une qualité, hein, mais pour moi la première chose c'est vraiment de définir sa stratégie. D'accord. Donc je vais pas parler forcément de qualité, hein, mais définir sa stratégie pour pouvoir avoir une vision claire de ce qu'on veut. D'accord. Moi je vois de plus en plus de personnes qui veulent investir, qui veulent faire du cash flow parce que c'est un peu le mot à la mode, mais qui savent pas quoi faire. Dans tous les sens, quoi. Voilà, ça part un peu dans tous les sens. Un jour je veux faire ça, un autre je veux faire ça. Exactement. Est-ce que je vais faire la courte durée, je vais faire la colocation, je vais faire du meublé classique, etc. Bon, il y a tellement de stratégies maintenant possibles que les gens ils se dispersent un peu et voilà. Donc pour moi la première chose c'est de définir sa stratégie. La deuxième chose pour moi ça va être de se former. Une fois qu'on a défini sa stratégie, ça va être de savoir dans quoi on se lance pour sécuriser en fait si tu veux notre démarche d'investisseur. D'accord. Savoir quel type de bien chercher, savoir comment optimiser les choses, négocier une acquisition, gérer les travaux, gérer l'aménagement, savoir quoi mettre et comment mettre en location. Donc moi ça va être la deuxième chose, ça va être de se former et voilà de bien comprendre en fait tous les tenants et les aboutissants de toutes les étapes d'un investissement immobilier. Ok. La troisième chose, pour moi, ça va être de passer à l'action. Parce que il y a beaucoup de personnes qui définissent leur stratégie, qui apprennent l'immobilier et qui apprennent l'immobilier, même j'ai envie de dire un peu trop, qui enchaînent les formations, etc., pour vraiment, parce que c'est un besoin de sécurité quelque part. C'est ça. Voilà, ils veulent sécuriser tous les aspects de l'investissement immobilier, c'est important, mais à un moment donné, il faut se lancer. Et ce que je dis souvent, c'est que l'affaire du siècle, l'opération miracle, elle n'existe pas. On voit, il y a énormément d'opérations qui peuvent se faire. Tous les jours, il y a des bonnes opérations, des bonnes affaires à faire. Mais l'affaire du siècle, ça n'existe pas. En tout cas, comme ça, toute faite, c'est à soi de la construire. Exactement, exactement. Et donc la troisième chose, ça va être de sauter dans le grand bain et de mettre... En fait, on n'a pas besoin de tout connaître. Tout à fait. À un moment, il y a assez de connaissances, on y va, quoi. Bien sûr. Et ça ferait un peu peur au début, mais il faut passer le cap. Et une fois qu'on est de l'autre côté, après c'est bon. Complètement. Et puis de toute façon, il y a toujours des choses. Même moi aujourd'hui, quand je lance des opérations, je me retrouve toujours avec une chose, un petit détail que je ne maîtrisais pas avant et que j'apprends sur le fil. C'est ça. Et voilà, donc il faut se lancer. Et c'est pour ça qu'il faut bien se préparer en amont pour justement essayer d'anticiper le maximum de choses. Continue, c'est pas grave. Mais voilà, donc du coup, se lancer,
passer à l'action et finalement on se rend compte que les choses s'alignent, hein. Quand on veut réussir un investissement immobilier ou quoi que ce soit dans la vie, quand on veut faire quelque chose, les choses s'alignent pour aboutir à quelque chose de Tout à positif. fait. Et puis c'est souvent en passant à l'action qu'on apprend beaucoup plus encore. Complètement. Moi, j'ai une personne que j'ai aidée. En fait, au début, on donnait des infos théoriques. Mhm. Et après, ils sont passés à l'action. Et après, ils sont revenus sur les infos théoriques. Et c'est là qu'ils les ont vraiment compris et assimilés. Parce qu'ils étaient sur le terrain. Et là, ça leur parlait. Donc, le passage à l'action, ça permet vraiment d'apprendre à vitesse grand V. Ouais, Donc, vrai. les 3 qualités, si j'ai bien compris, c'est définir sa stratégie. Ouais. Se former et s'entourer. Et enfin, c'était de passer à l'action. ok, top. Merci beaucoup Vincent pour ton témoignage. Merci à toi. Très intéressant et j'aime bien parce qu'il y a des choses qui se recoupent. J'espère avoir bientôt de tes nouvelles sur les prochaines opérations et puis j'en suis sûr d'ailleurs. Ça marche avec plaisir. On reste en contact et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Eric. Salut. Salut.